Alors, on va parler maintenant donc de ce cadre des règles. Justement, ça va peut-être faire le lien avec ce qu'on vient de se dire. Alors, vous voyez, j'ai mis un double axe là. Donc, en vertical, là, vous avez l'axe de l'efficacité, hein, et puis vous avez l'axe de la relation qualitative et préservée au groupe d'élèves. Donc, vous voyez, quand Obélix il fait ça, donc c'est très efficace, hein, mais c'est pas très respectueux, vous avez remarqué. Bon, alors ça c'est juste pour que vous compreniez bien ce dont il s'agit. Alors, la stratégie face à un élève ou un groupe classe qui va poser problème. On peut avoir la stratégie de l'affrontement, c'est-à-dire on va à l'affrontement. Bon, alors l'affrontement, vous avez compris, ça va se positionner à peu près à ce qu'on vient de voir pour Obélix, hein. Donc on va répondre par la force, on va dire j'y ai droit, je le fais, bon, et puis on se moque de savoir si vous avez l'adhésion ou pas de ceux à qui vous imposez tout ça. Bon, alors est-ce que c'est intéressant? Bah non, parce que je pense que ça génère quand même une forme de violence en retour. Donc, est-ce que ça peut quand même être efficace? Oui, je pense que ça peut être efficace, effectivement. Si pour arrêter une situation, ça peut. Mais en clair, vous allez vraisemblablement avoir des traces un peu durables, des retours de tout ça et des soucis. Donc, je vous dirais qu'on va éviter ça. Le bon affrontement, il existe cependant. Quand est-ce qu'on va l'utiliser? On va l'utiliser quand on est un peu obligé d'aller au contact, hein, lorsque vous avez un élève qui est hors de lui, on va en parler là tout de suite, eh bien, il faut aller à l'affrontement, c'est-à-dire il va falloir peut-être le ceinturer, le sortir de la classe. On ne peut pas se dire je vais négocier, parce que là, il est hors de lui, il faut agir, d'accord? Donc, savoir que en termes d'efficacité, oui, si je le prends, je le déplace, ça va vite. Mais pour construire quelque chose d'éducatif, vous êtes d'accord avec moi qu'on ne va pas construire grand-chose. Bien. Alors, on a une deuxième possibilité, c'est l'évitement. Bon, alors, il y a des problèmes, je sais ce que je vais faire, je ne vais pas regarder. Bon. Je vais me mettre ailleurs, je vais contourner, je vais louvoyer, en espérant que ça va se calmer tout seul. Est-ce que vous imaginez que ça va se faire? Non. Alors, c'est assez confortable, hein, parce que vous ne rentrez pas dans le conflit. Mais le problème, c'est que les élèves ont pris le pouvoir, vous en rendez même pas compte. Et donc, effectivement, c'est surtout pas ce qu'il faut faire. Il n'y a rien d'éducatif là-dedans. Et en plus, vous vivez effectivement dans la menace. C'est donc ce qu'on a vu avec l'enseignant dépressif, hein, et qui commence à lâcher sur tout. Il va se faire déborder et ça peut aller loin, hein, pour lui, hein. Alors, est-ce qu'il y a un bon évitement? Pardon? Ça ne peut pas tenir trop longtemps non plus, l'évitement, parce que Bah oui. l'élève va juste augmenter Ah bah oui. perturbation. Ah oui. Donc l'évitement, ça va marcher un quart d'heure, mais il va monter il va crotter. Ah oui, ça va compter, puis ça va finir par un arrêt maladie de l'enseignant. Comme ça, il va avoir évité jusqu'au bout, mais ça n'aura pas réglé du tout le problème. Alors, il y a cependant un bon évitement, enfin, on peut utiliser l'évitement, c'est de ne pas surréagir immédiatement à des comportements. On peut quand même se calmer un peu et se dire qu'on n'est pas obligé d'avoir quelque chose de tellement étal. On peut accepter quelques comportements. On a un degré de tolérance, hein. Donc là, c'est un bon évitement qui est celui, comme ça, je me permets voilà, je contourne comme ça, je ne vais pas l'énerver trop, je ne vais pas lui mettre les nerfs en plot parce que ça risque d'augmenter, hein. Oui, voilà, on trouvait des solutions différées, donc là, on diffère, et puis on lui en reparle après lorsqu'il est plus disponible. Alors, l'accommodement, c'est vraiment se mettre d'accord avec les élèves, effectivement, c'est chouette, on se met d'accord avec eux. C'est très sympathique, mais vous voyez qu'au niveau de l'efficacité, c'est pas ça, hein, on va en fait finalement, dans cet accommodement, accepter de lâcher sur les valeurs, hein. Donc c'est quelque chose qu'il ne faut pas faire, vraisemblablement, si on le fait, ça peut être par idéologie un petit peu, on va dire, bon voilà, baba cool, c'est plutôt parce que finalement on a un peu peur du conflit, on se dit qu'on va perdre, et donc on s'imagine que en donnant comme ça, on va être tranquille, ils vont être gentils parce qu'on a été gentils, hein. Alors ça, effectivement, c'est pas bon parce que nous, à l'école, ici, on vit avec des valeurs communes. Ça fait d'ailleurs même partie de nos compétences professionnelles, donc des obligations professionnelles qui sont les nôtres, de pouvoir instaurer ça, partager ça avec les élèves, hein. Alors, au bout d'un moment, ça veut dire que vous allez avoir des demandes particularistes dans tous les sens. Tout est valable.
puisque chacun a envie de quelque chose, alors on y va. Et puis comment on trie entre tout ça, parce que les avis de chacun vont être en contradiction, et donc à un moment donné, vous allez quand même en choisir, ça va apparaître comme arbitraire. Il n'y a rien de pire que ce qui est arbitraire. Donc en fait, c'est quelque chose de catastrophique, hein. Donc c'est la tyrannie du mon droit, mes choix, comme j'ai mis là. Donc en clair, hein, cette espèce de société, hein, oui, ces publicités, just do it, hein, donc, ou alors vos règles du jeu. Alors ils vendent un parfum et c'est vos règles du jeu. Bon. N'écoute que toi. Oui. Donc cette distillation comme ça de ce type de discours, franchement, hein, tout ça pour vendre du soda ou du parfum. Voilà. Bon, cette société-là, nous, elle est tellement à l'opposé de l'école. Hein, donc méfiez-vous. C'est pas parce que la publicité et le marketing utilisent ça que nous on doit tomber là-dedans. Vous l'avez compris. Hein. Alors le compromis peut-être que le compromis est la bonne solution. Le compromis est effectivement quelque chose d'assez équilibré entre satisfaction des uns, satisfaction des autres, et puis une certaine efficacité, peut-être, mais on risque quand même de lâcher sur des éléments relativement essentiels, et que ce corpus de valeurs qu'on souhaite défendre, eh bien, on dit on va en prendre que 50%, ça ne me paraît pas suffisant, moi, personnellement. Il faut quand même aller un peu plus haut, et souvent, c'est un peu de la lâcheté, finalement. C'est-à-dire, ça, je te demande ça, et en échange, tu me donnes ça. Là aussi, c'est pas très éducatif, donc c'est quelque chose que je n'irai pas complètement là-dessus. Maintenant, on peut être sur une négo avec certains élèves, on en a parlé tout à l'heure. Le contrat de comportement, c'est une espèce de compromis à un moment donné. Tu as bien fait ça, j'attends ça de toi. Je n'attends pas tout de toi, tu as fait ça, c'est bien. Tu as donc ta récompense, ton privilège qui va t'être accordé. Dans ce sens-là, on peut fonctionner sur l'idée de compromis, donc de contrat, hein, de comportement. Voilà. Alors, il resterait la résolution négociée, hein, donc on va négocier la résolution du problème. Ça se situerait plutôt par là. Alors, c'est pas le plus efficace lorsqu'on négocie, mais c'est particulièrement éducatif quand même de pouvoir discuter avec tout le monde, et on se dit, à terme, à force de discuter, de palabrer, on va développer le sens démocratique. Mais effectivement, pour ce qui est de l'efficacité, ça n'est pas ça. Bon, en clair, ça reste quand même relativement intéressant pour les grandes classes. Ça me paraît trop précoce pour les petites classes, et surtout complètement inadapté à l'école maternelle. Hein. Donc, on peut leur dire, on peut discuter les règles, mais sans plus. Vous allez voir ce que je propose d'ailleurs là-dessus. Hein. Donc voilà. Alors finalement, qu'est-ce qui nous reste ici qui serait très efficace et en même temps qui conviendrait à tous? Eh bien, c'est ce que je vous dis depuis ce matin, l'appel au règlement. Tout simplement. On applique le règlement. Eh bien, ça, c'est efficace parce que le règlement, il a été posé par des personnes qui sont peut-être un peu extérieures à nous, en tout cas aux élèves. Ça s'applique, et puis ça ne se discute pas, c'est pas arbitraire. Donc, finalement, la solution la plus efficace, c'est d'avoir ce règlement. D'où le point suivant dont je voulais vous parler, c'est qu'on dépersonnalise donc totalement la règle, et c'est le texte qui parle, ce ne sont pas vos lois, vos règles, comme on a vu en marketing tout à l'heure, c'est les textes qui obligent. Et lorsqu'on a ça, franchement, on est assez tranquille. Donc il vous faut des règles définies dans vos écoles, claires, précises, pour pouvoir les appliquer avec certitude. Alors comment on les construit, ces règles? Alors on va passer très vite là-dessus, mais il y a tout un lot de règles, en fait, dans un enchâssement comme ça. Vous avez des espèces de règles qui sont anthropologiques, qui sont civilisationnelles, qui s'imposent à nous, comme par exemple la plus importante, donc pour nous, l'interdit de violence. Donc ça, c'est ce qui s'impose à tout le monde et à toute société. Après, au niveau de l'éducation nationale, vous avez une deuxième couche, c'est ce qu'on appelle là, les règles institutionnelles, le code de l'éducation, ce qui s'impose à tous les professeurs. Et donc là, on ne peut pas déroger à ça, mais évidemment, tout ça ne parle pas tellement aux élèves, on est d'accord. Hein. Le troisième niveau, c'est notre école, c'est-à-dire le règlement intérieur de l'école qui, lui,
est à destination de tous les adultes, de tous les enfants, mais aussi des parents, hein, puisqu'ils sont informés en conseil d'école de ce règlement, voire même on peut discuter des points avec eux, même si c'est le conseil d'école qui va l'arrêter. Enfin, les parents n'ont pas le droit de voter sur le contenu, si j'ai bon souvenir, mais bon, c'est quelque chose qui leur est proposé. Donc ça, c'est le règlement intérieur de l'école. Et après, il y a le règlement de l'école. Le règlement de l'école, c'est quelque chose qui est une déclinaison, on va dire, de ce règlement donc intérieur de l'école et qui est à destination, là, pour le coup, plutôt des élèves pour qu'ils sachent ce qu'ils ont à faire. Vous voyez l'oignon, on rentre, et on va arriver à au dernier échelon qui est ma classe, mes règles de classe. Hein. Alors, ces règles de classe, les grands principes sont choisis par qui? Par vous. Hein. Ne soyez jamais dessaisis de ça. Et par vous ou par votre école. Vous pouvez très bien les faire collectivement. Vous gagnerez à les faire collectivement d'ailleurs. Hein. Mais bon, en tout cas, c'est un échelon qui est là à votre disposition. Et puis après, vous avez les règles de vie de la classe qui sont précises par rapport à vous. Et on va voir comment on les construit. Et vous avez même un autre échelon, c'est le code de bonne conduite que vous allez donner véritablement aux élèves. On va voir ça tout de suite. Donc vous voyez, cette idée donc, de règlement, on est sur l'oignon, ou si vous préférez, sur la matrioshka, mais c'est à peu près la même chose. Hein. On est sur le même principe. Alors je vais avancer très vite sur tout ça, c'est tout détaillé, mais on va pas le détailler. Pour arriver à ce qui m'intéresse ici, c'est la classe, l'échelon classe. Donc, l'échelon classe, qui est-ce qui s'occupe de ça? Oui. Je vais trop vite. Oui, c'est dans le livre. Mais moi, je n'y suis pas. Hein. Alors, moi, j'ai souvent entendu dire ça, puis je vois ça dans les classes, en fait. Hein. Les enseignants, même les débutants, surtout les débutants d'ailleurs, parce qu'on doit leur dire ça à l'INSPE, faut faire le tableau là, des règles. C'est pratiquement le truc qu'il faut en premier. Hein. Les interdits, oui. Mais aussi les autorisations qui viennent en parallèle, et avec une liste qui s'agrandit tous les jours. Hein, c'est très très compliqué, et finalement, et puis ils rentrent en négociation, et ainsi de suite. Bon, franchement, il faut arrêter la démagogie par rapport à ça. Et moi, je m'appuie sur l'OCCE. L'OCCE, c'est donc l'Office de la coopération à l'école, donc c'est une association hein, que vous connaissez sans doute, hein, qui s'occupe aussi des coopératives scolaires, mais pas seulement, tout ce qui est travail coopératif. Et donc, ils sont très affûtés sur ces questions-là. Alors, je dis, ils doivent considérer qu'il faut que les enfants travaillent en coopération pour réfléchir aux règles. Pas du tout, hein. C'est pas ça du tout qu'ils disent. Hein. Voilà. Avant de demander aux élèves d'élaborer des règles de vie, l'enseignant va devoir expliciter son projet éducatif, c'est-à-dire définir les droits, les devoirs, les statuts, les responsabilités des uns et des autres à l'intérieur du groupe social en fonction d'un certain nombre de valeurs de référence. En clair, pas du tout. Bon, c'est pas du tout aux enfants de définir ces règles. Évidemment, c'est vous qui êtes garant de cet ensemble, de ce corpus. Il ne faut pas hésiter là-dessus. Ils ajoutent même, il est bien clair que la définition du projet social est de l'unique responsabilité de l'enseignant. Donc on ne se dessaisit pas de ça. Alors je suis allé voir du côté d'un autre groupe pédagogique, donc qu'on appelle la pédagogie institutionnelle, qui eux aussi, je pensais qu'ils étaient un peu open sur l'idée que c'est aux élèves de le définir. C'est encore pire que l'OCCE. Hein. Donc ils sont clairs, c'est la première pierre de l'élaboration des règles consiste à poser le cadre institutionnel qui positionne chacun dans sa fonction. Donc ce n'est pas du tout les enfants qui vont se mettre à ça. Et quelles sont les deux premières règles finalement? Elles sont assez simples et c'est pratiquement les deux seules règles qui sont importantes. Après on va les décliner. C'est l'enseignant, il est là pour enseigner aux élèves et les élèves, ils sont là pour apprendre. Ça c'est le truc totalement incontournable qui est votre règle initiale, première et quasi dernière. Alors ça ne parle pas beaucoup aux enfants, bien que qu'on leur dit, tu sais, moi mon travail c'est t'aider à travailler, alors je vais le faire. Moi je fais bien mon travail quand je te laisse pas ne pas travailler. C'est mon travail de te faire travailler. Et d'autre part, toi ton travail c'est de travailler. Donc il y a rupture de contrat si l'un des deux ne respecte pas ces règles-là. Donc en clair, les éléments premiers de votre règlement, ça doit être ça.
C'est l'enseignant est à l'école pour enseigner aux élèves, les élèves sont là pour apprendre. Et partant de là, ça va décliner un certain nombre d'obligations pour chacun. Hop, alors j'avance là-dessus. Voilà. Là, on a une autre proposition. Eux, ils ont ces deux principes. Elle en propose 3. Marie en propose, Pagoni, elle en propose 3. La classe est un lieu de travail. Donc, vous voyez déjà pourquoi il va falloir le respecter, ainsi de suite. La classe est un lieu où on respecte le matériel. D'accord? Donc, lieu de travail, ça veut dire on laisse travailler les gens. Le matériel, on laisse les outils à disposition pour pouvoir s'en servir. Troisièmement, la classe est un lieu où s'apprennent le respect des autres et la tolérance. Elle part de ces 3 entrées-là. Une autre proposition, hop, Éric Prérat, qui est un peu mon idole là pour le coup. Hein. Donc, le respect du travail en tant qu'activité est absolument essentiel. Deuxièmement, le respect du milieu, on retrouve la même idée, vous voyez, mais dit différemment. Le respect de l'autre et le respect de soi. Là, vous avez, vous voyez, en termes de corpus de règles, quelque chose qui est assez simple et qui couvre tout le champ. Continuons pour arriver finalement peut-être à ce règlement-là que je vous proposerai. 1. Le maître est là pour enseigner les savoirs et aider chaque élève. 2. On aurait pu mettre 1' ou même les mettre sur le même échelon. Les élèves sont là pour apprendre et travailler avec les autres. J'ai rajouté ces dimensions-là, donc à la fois d'aide et de coopération, là en l'occurrence entre élèves, de manière horizontale et verticale pour le maître. Nous nous engageons à nous respecter les uns les autres afin d'apprendre des uns et des autres, à respecter le travail qui est fait en classe et à la maison, à respecter le matériel de la classe, le nôtre et celui des autres. Voilà. Une fois qu'on en arrive là, écoutez, vous avez vos règles à peu près instituées. C'est vous qui les avez posées, c'est vous qui les avez expliquées. Maintenant, on va pouvoir les décliner pour qu'elles soient plus explicites. Et là, pour le coup, vous pouvez associer vos élèves à l'illustration, finalement, de ces différents exemples. Comprenez ça. Plutôt que de partir de ces exemples, et de remonter, on va plutôt partir de ça et trouver des illustrations. Alors, ces illustrations, on va les rencontrer au fil des jours, selon les circonstances. On dit, tu vois, quand tu fais ça, tu ne respectes pas telle étape. Hein? Donc, en clair, ce qu'il faut que vous gardiez en tête, c'est qu'un règlement de classe, il ne doit pas avoir plus de 5 à 7 grand maximum, grands secteurs. Ça doit être simple comme ça. Mais après, avec les élèves, vous pouvez avoir tous les exemples que vous voulez qui illustrent chacun de ces 5 points. Vous me suivez? Mais on revient toujours sur cette idée des 5 points. C'est intéressant parce qu'au niveau éducatif, comment dire, il y a une cohérence. C'est-à-dire en clair que quand tu fais tel type de bêtise, tout ça, ça se regroupe sur un même problème. Et on revient sur ce problème et on explique pourquoi il est si essentiel, ce problème. On ne s'intéresse pas à savoir si c'est bon de manger un chewing-gum, parce que non, c'est pas bon pour ton ventre de manger un chewing-gum, puis maman elle n'est pas d'accord, tu auras des caries. C'est pas le sujet. Là, on revient véritablement sur le chewing-gum est interdit à l'école, pourquoi il est interdit à l'école, et on revient à la règle qui le dit vraiment. Hein? Voilà. Donc je vais vite là-dessus. Vous comprenez un peu comment ça fonctionne, ces règlements. Voilà. Je vous donne un exemple d'une école qui l'a fait comme ceci. Pour eux, ils voient chacun a le droit d'être tranquille dans son corps. Donc, ils ont 5 règles. Deuxième, chacun a le droit d'être tranquille dans son cœur. Donc, tout ce qui est des insultes, des critiques, des stigmatisations. Troisièmement, chacun a le droit d'être tranquille avec ses affaires. Oui, ils ont pris un peu des mots d'enfant quand même, pour que ça soit entendu. Je n'abîme pas, je ne vole pas, je ne prends pas les affaires des autres sans y être autorisé. La liste pourrait continuer. 4e point, je respecte mon école. Ça veut dire je ne salis pas, je n'abîme pas le matériel ni les locaux. Et enfin, je me déplace silencieusement à l'intérieur de l'école.
eux, ils se débrouillent avec ça. 5 règles, et ça couvre, me dit le directeur, tout. Voilà. C'est simple. Lorsqu'il y a une bêtise de fait, on se réfère à un de ces 5 points. Et un de ces 5 points a pour conséquence des sanctions qui, là aussi, sont connues, communes à tous. Regardez ça simplement. Chacun a le droit d'être tranquille dans son corps. Eh bien, si je ne respecte pas le corps de l'autre, c'est-à-dire violence, eh bien, je suis privé de la moitié de mon temps collectif. Alors, le temps, vous parlez de quoi? Oui, les règles là, oui, ça c'est à l'école, hein, tout à fait. C'est bien quand c'est au niveau de l'école. Parce qu'effectivement, vous connaissez bien le problème, selon l'intervenant qui sera là, et c'est mieux même avec le périscolaire, si vous avez du périscolaire, je ne sais pas comment ça se passe, pendant les heures de cantine, pendant le centre de loisirs, le centre de loisirs c'est un peu différent, mais pendant l'étude, le soir ou le goûter, c'est bien que tout le monde ait les mêmes règles. Souvent, ce n'est pas le cas. Et ça, les enfants jouent avec ça, vous imaginez bien. Alors donc, on va priver l'enfant de la moitié du temps collectif. Comprenez bien que le temps collectif n'est pas forcément la récréation, en l'occurrence. L'enfant n'a pas respecté le corps de l'autre. Donc, il y a eu un acte de violence, d'irrespect envers une personne. Eh bien, il ne peut pas travailler en groupe. Il ne peut pas peut-être faire 2 PS en équipe avec des camarades. Tu as manqué de respect à tes camarades au niveau de leur corps, de ce qu'ils sont, je ne vais pas te remettre au contact de ces personnes-là. Alors, eux, ils punissent 15 minutes. C'est pas méchant. Je suppose qu'ici, il y a une reproduction, ça va peut-être augmenter. Mais l'idée n'est pas de rendre ces choses-là trop définitives. Il suffit simplement que l'on marque très fortement le coup. Et donc, j'insiste sur cette idée que ce n'est pas forcément la récréation, situation de PS, travail de groupe dans la classe, tu travailleras tout seul, les autres vont travailler à 4, pas toi. Voilà, on était en train de faire un projet sympa sur préparer la classe de découverte, j'en sais rien. Toi, tu vas le faire bien sûr, mais tu ne vas pas le faire avec les autres pendant au moins un quart d'heure. Même punition, entre guillemets, donc sanction, j'emploie pas le terme punition, sur tout ce qui est irrespect, atteinte au cœur de l'élève, donc de ses émotions en fait. On retrouve les mêmes types de sanctions. Alors, je vais revenir aux 3 temps de tout à l'heure. Oui. Temps 2, temps 3. Oui. On est d'accord que là, c'est temps 3. Ah oui, bien sûr, oui. Voilà, mais même tous les temps 3 n'arrivent pas forcément peut-être à cette punition-là. Voilà. Ça, sur la loi numéro 1, il n'y a pas de temps, il n'y a pas d'avertissement. Il n'y a pas à taper là. Mais il y a violence, tu ne vas pas taper 3 fois, oui. Là, il n'y a pas de temps 1, temps 2. Là, ça tombe. J'imagine. Oui, non, bien sûr. Alors, il faut ajuster tout ça. En l'occurrence, c'est pas moi qui l'applique. Là, c'est une école d'application chez nous et qui a beaucoup travaillé sur ces questions-là. Oui. Je ne comprends pas, je suis privé de travail. Oui. Alors, je suis privé de travail collectif. Ah, ok. Collectif. Donc, je travaille tout seul. Non. Et c'est ce qu'ils aiment. Enfin, en tout cas, c'est ce qu'ils aiment le moins. Enfin, c'est vraiment pour eux, c'est la punition suprême. Bah oui, parce que là. En groupe et que lui se retrouve, lui ou elle. Ouais. Se retrouve Puis en EPS, pas faire le jeu là, pas faire le relais en commun, pas. Voilà, attendre un peu, 15 minutes, c'est jouable, c'est juste, on marque quelque chose. Et on le marque parce que tu n'as pas respecté les autres, donc pourquoi je vais te mettre avec les autres? Voilà, donc il apprend ça. Loi 3, donc sur respecter les affaires des autres, eh bien, lorsqu'on a dérangé le matériel, eh bien, on va, non pas, peut-être on a cassé une règle, on ne va pas demander à ce qu'il paye la règle, ça c'est quelque chose qu'on ne fait pas. C'est l'enseignant qui va le faire avec sa coopérative de classe ou avec les budgets de l'école. Mais par contre, on va lui demander de remettre tout ça bien joli. Et éventuellement, même si ce n'était pas très joli dans la classe, c'est l'occasion, tiens, on va tout bien nettoyer, on va remettre les crayons, on va tout mettre dans le bon sens, et ainsi de suite. Loi 4, donc sur le respect des locaux de l'école, eh bien là, c'est peut-être simplifier la vie des ATSEM ou des dames de service, qui vont avoir quelqu'un qui va les aider dans leurs activités, voire même qu'elles vont pouvoir se reposer quelque peu en observant la qualité de leur travail.
Donc on appelle ça des travaux d'intérêt généraux, TIGE, et qui s'appliquent relativement rapidement pour que l'élève sente bien ce dont il s'agit. Voilà donc au niveau des règles, comme je pense qu'il faut les appliquer en commun au sein de vos écoles, à partir d'un règlement très simplifié, mais illustré sans doute, là on n'a pas vu beaucoup d'illustrations, par des exemples précis qui peuvent être déclinés. Les erreurs des CM2 ne sont pas, enfin les bêtises des CM2 ne sont pas les bêtises des maternelles, donc on va le décliner évidemment avec les mots d'enfant, et là on n'est pas en négociation, mais on est en parlementation avec eux sur à quoi ça s'applique, avec quoi on le regroupe, et qu'ils comprennent que derrière tel acte, il y a une atteinte au cœur du camarade, ou que derrière avoir sali la classe, il y a une atteinte à l'école, et en particulier aux dames qui, tous les jours, font que cette classe est bien nette et bien propre, et ainsi de suite. Donc c'est un moment éducatif aussi. Voilà donc ce que je voulais vous dire sur les règles, et je voudrais que l'on passe à la crise, puisque c'était ça qu'on avait dit qu'on traitait. Mais j'ai aussi, oui, peut-être qu'on peut parler de ça. Bon, quelle heure est-il? Attendez, est-ce qu'on est bien dans les temps là? Il n'est que 14h, il nous reste 1 heure. Bon, c'est bien. Ouais, on va parler de ça. Alors, dans cette école, mais dans d'autres aussi, là je pense à 2 écoles du 18e arrondissement, ils appliquent ça. Ils ont instauré un système d'ateliers remédier et réparer. C'est-à-dire que, indépendamment de ce qu'on vient de voir ici sur des sanctions quasi immédiates, ils disent que lorsqu'un élève a fait une bêtise, on peut marquer le coup immédiatement en lui demandant de relater son acte. Donc en clair, on a une fiche, vous voyez cette fiche-là, et l'élève dans une première étape, est-ce que je l'ai après la première étape? Oui, voilà, ouais, ici. On va lui demander de relater, alors soit c'est lui qui écrit, mais vaut mieux faire de la dictée à l'adulte, un enseignant, un adulte, la personne de service ou son maître plus tard, lui fait écrire, il paraît que tu as fait des bêtises, tu vas m'expliquer ça, je vais le noter sur ta feuille de remédiation, je t'écoute, et il explique, et on relate de manière assez factuelle ce qui s'est passé. Donc là, on vient de marquer quelque chose. On vient de poser un acte. Cet acte, cette feuille, elle va être collée dans le cahier de correspondance. Le cahier de correspondance, il est regardé, cahier de liaison, il est regardé par les parents, bien sûr, mais il n'y a pas de sanction encore. Il y a juste le fait qu'il y a eu un acte. Et ils ne punissent pas, ils ne sanctionnent pas dans cette minute-là, ils attendent la fin de semaine où le vendredi, à la place des APC, un collègue ou 2 collègues sont dans une salle et reçoivent chacun des enfants pour finir de compléter la fiche. D'accord? Donc c'est dans un temps différé que l'on traite tout ça. Je vous montre ça immédiatement. J'espère que j'ai le détail. Voilà. La deuxième étape, donc, alors, on va relire ce que tu avais fait, donc on relit la partie haute, et puis, alors, les émotions que tu as ressenties, qu'est-ce qui s'est passé? Alors, c'est intéressant parce que, vous voyez, on est dans un temps différé. Alors qu'évidemment, si on est encore dans l'œil du cyclone, on ne va pas avoir beaucoup d'informations intéressantes. Donc, après avoir fait ça, comment tu t'es senti? Quelle émotion tu as eue? Et là, il va donc, là encore par dictée à l'adulte, définir ses ressentis. Donc, revenir sur même la propre violence que ça lui a produit en lui. Et comment a pu se sentir la personne que j'ai blessée? Prendre en compte la victime, l'émotion de la victime. Donc là, on est sur une définition d'un temps émotionnel de l'agresseur et de la victime. On lui fait remplir ça. On continue après à remplir la feuille. La partie d'après, c'est une feuille toute simple, vous avez compris, tout ça sur une seule page. Ce que je voulais faire lorsque j'ai fait ça. Qu'est-ce que tu voulais faire? Alors, je voulais contrer la situation, je voulais défier l'autorité, je voulais éviter de faire un travail, je voulais rentrer chez moi, je voulais causer des problèmes parce que je me sentais triste. Bref, on va réfléchir avec lui à ce qui a motivé son acte. Donc, il va réfléchir, pourquoi j'ai fait ça? Pourquoi j'ai fait ça? Et on va même lui demander, est-ce que tu as obtenu ce que tu voulais? Bon.
Alors là, j'imagine qu'il pourrait dire, j'avais envie de lui mettre une claque parce qu'il m'énervait très bien, je l'ai fait, j'étais satisfait de lui avoir fait ça. Bon. Là, il va falloir un petit peu discuter, évidemment. J'ai gagné, j'ai lui mis sa calotte, j'ai réussi à l'attraper. Bon. Il faudra lui rappeler l'interdit de la violence anthropologique. Alors, ça rappelle les messages clairs. Si ce n'est que les messages clairs, il n'y a pas d'adulte. Hein. Voilà, c'est qu'entre pairs. Et effectivement, c'est cet esprit de comprendre. Voilà, tout à fait. Mais c'est plus simple que, moi je trouve, que le message clair, parce que le message clair, il faut vraiment qu'il fasse un apprentissage, puisqu'ils font qu'entre enfants, alors que là, vous êtes en médiation. Et vous pouvez rendre ce temps vraiment très éducatif. Alors, on continue comme ça, et on va réfléchir, finalement, quelle était l'alternative. On comprend peut-être que c'était légitime, ton trouble. Peut-être que tu l'as tapé parce qu'il était insupportable. C'est possible. Il s'est fait prendre, l'autre non. Mais comment tu aurais pu faire autrement? Et donc, vous voyez, on revient à ce qu'on s'était dit ce matin, c'est-à-dire de lui proposer des solutions que lui-même n'arrive pas à trouver. Parce que finalement, il n'a pas de réponse autre que celle-ci. Donc, on va travailler avec lui une autre solution. Oui? Oui, des fois, ils ont la bonne réponse. Voilà, et bien, il faut lui dire que, donc, et c'est l'étape d'après, qu'est-ce que tu vas faire pour résoudre ton problème? Parce que là, peut-être que toi, tu as fait ça, mais qu'est-ce qu'on fait avec ça maintenant? Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Et là, il faut qu'il trouve que il a dérangé quelque chose, dérangé une personne, et il faut qu'il corrige. Et il ne peut pas se permettre d'agir comme ça impunément, il va y avoir une conséquence. Et cette conséquence, on la définit avec lui. Et là, on applique évidemment après le règlement de type TIGE, travaux d'intérêt général, privation de travail commun et ainsi de suite, d'autres ressources que vous pouvez avoir pour que l'élève sente le boulet passer quand même. Hein. Et cette feuille, vous avez compris, elle était dans le cahier de correspondance, elle est encore dans le cahier de correspondance et les parents vont donc la voir toujours, mais cette fois-ci remplie. Et on donne donc le signal aux parents qu'on prend ces choses-là au sérieux, mais qu'on en fait un temps éducatif. Et je pense que pour la victime aussi, c'est parce que des fois c'est des victimes physiques, hein, pas que du matériel, eh bien il y a quand même cette certitude qu'on aura traité le problème. Voire même, on lui montrera la fiche, on lui dira, tu vois, on a fait ça, et sache que ton camarade, il a réfléchi, il a pensé ça, et voilà comment il a vu les choses. Plutôt que de demander une espèce de mea culpa, toujours un peu, voilà. Bon, là, il y a eu, on a posé des actes, voilà. Donc, je voulais vous parler de cette dimension-là, parce que je trouve que ça fonctionne plutôt très bien, la mise en mémoire, je vous en ai dit. Bon, ça veut dire que donc, si l'enfant fait ça régulièrement, évidemment, on ne va pas faire 14 cahiers de correspondance, c'est qu'à un moment donné, ça monte, et que ça ne va pas devenir possible, et là, vous allez adopter d'autres stratégies, évidemment. Hein. Vous savez le faire, mais il y a tout ce travail éducatif qu'on peut faire en amont, oui. Moi, je pense que dès lors que l'équipe a souhaité mettre ça en place, c'est assez lourd pour une équipe de mettre ça en place, ça veut dire une mobilisation, parce que la maîtresse ou le maître qui reçoit le vendredi, il n'est pas concerné par la situation, donc il est assez froid déjà, ce qui est bien qu'il soit froid sur la situation, c'est pas sa maîtresse, c'est pas la victime, et ainsi de suite. Donc, c'est un moment où, formateur aussi, j'allais dire, pour l'enseignant qui fait remplir ça. Et lui, il se met dans cette habitude, finalement, eh bien, effectivement, de savoir comment j'aborde avec un enfant ce trouble-là. J'ai cette grille, finalement, qui m'aide à penser moi-même la manière dont je pense qu'il est souhaitable qu'il soit sanctionné. Alors, je ne reviens pas là-dessus parce qu'on en a parlé du contrat de comportement assez rapidement, mais vous avez bien compris la chose. Mais je voudrais qu'on arrive sur l'élève en crise. Hein. Donc ça va peut-être aussi concerner vos directeurs et directrices sur le moment où un élève dans votre classe passe vraiment à l'acte, est dans un état, on va dire, paroxystique, où vraiment il est sorti de lui-même. Hein. Souvent, il ne se souvient même plus qu'il était dans cet état-là. Alors, en fait, on a un protocole que nous avons mis en place, nous, Porte de la Chapelle, avec les 27 écoles, donc les 27 directeurs et directrices, et il y en a les 2/3 qui l'ont adopté, qui le mettent en place. Certains l'ont un peu ajusté à leurs besoins, mais il était conçu
avec eux. Hein. Donc il y a de la réalité dans ce qui va peut-être vous apparaître comme complexe, vous me direz ce que vous en pensez. 6 étapes et 2 principes initiaux. Premier principe, c'est celui de l'anticipation, j'en ai déjà parlé ce matin avec l'extincteur, c'est-à-dire que clairement le protocole a cet avantage de savoir exactement ce que l'on va faire en amont, clairement, nettement. Vous avez compris que l'élève perturbateur va s'immiscer là où il y a de l'espace. Si vous n'êtes pas bien organisé, c'est lui qui va gagner. Si vous êtes bien organisé, il va être cadré, il ne va pas pouvoir échapper, donc à votre contrôle. Cette affaire nécessite la mobilisation de l'ensemble de l'école, c'est-à-dire en clair que la petite Sidonie, qui est si pénible, dans la classe de Madame José, elle n'appartient pas à Madame José. Elle appartient bien à toute l'école. Pas seulement celui qu'il a eu l'année dernière, qui se souvient très bien de la petite Sidonie, mais aussi celui qu'il aura l'année prochaine et qui doit s'y préparer, mais surtout à tout le monde. En clair, voilà, c'est un enfant qui doit être géré par l'ensemble de la classe. Donc 2 principes, on anticipe collectivement et on fait un travail d'équipe autour de ce cas-là. Ça ne peut pas être l'enfant de ce collègue isolé. Alors, quel moment on intervient dans cette cellule de crise? Eh bien, lorsque cette courbe-là, qui est assez habituelle, que vous avez peut-être déjà vue quelque part, pas celle-ci exactement, parce que celle-ci, c'est moi qui l'ai faite, mais quelque chose qui ressemble, en clair, vous avez toujours une montée en gamme de la crise. Ça n'est jamais de 0 à tout. Il y a des signes avant-coureurs nombreux. Et on a le temps de l'activation, hop, on se dit tiens, et là on voit qu'il se passe quelque chose. Il y a ce crayon qui est déjà tombé 4 fois. Il y a cet élève qui est allé 2 fois à la poubelle en faisant tout le tour de la classe pour arriver jusqu'à la poubelle. Alors, je vous dis ça parce que je suis convié à voir ce type de manifestation très très souvent, et je vois leur stratégie, c'est fou. Et en passant évidemment derrière le copain pour lui mettre la pichenette dans l'oreille au moment où il faut. Bon. Ce qui le fait rire, ou ce qui lui met les nez en plâtre, enfin bref. Donc, vous avez plein de moments d'activation. Alors, l'enseignant peut toujours, à certaines étapes, contrôler tout ça, détourner l'enfant, le mettre sur autre chose, en espérant donc soit qu'il récupère bien positivement, soit qu'il y ait une décélération plutôt qu'une accélération. Il n'est quand même pas rare que ça s'agite un peu plus et que de la petite tournée jusqu'à la poubelle, ça passe par la tentation de sortir dans le couloir lorsque la maîtresse écrit au tableau et éventuellement, là pour le coup, d'aller envoyer un coup à un camarade en espérant qu'il va surréagir, ce qui serait très très agréable. Bon. Oui, je vous passe les détails. Et donc là aussi, l'enseignant peut toujours intervenir pour essayer de redescendre la situation. Donc c'est ce qu'il faut faire évidemment souvent. Lorsqu'on regarde le détail, parce qu'on n'aura pas le temps de regarder ça aujourd'hui, mais j'ai des corpus de ça, puisque moi j'observe les classes et je regarde tout ce qui se passe, je note souvent ce qui est intéressant, c'est ce qui se passe juste avant la situation, c'est-à-dire quels sont les petits éléments déclencheurs, ou qu'est-ce qu'utilise cet enfant pour faire monter la sauce. Donc c'est toujours intéressant de voir ça, et puis voir les réactions de l'enseignant. Est-ce qu'il y va durement? Est-ce qu'il laisse faire? Est-ce qu'il a des stratégies de contournement? Et on s'aperçoit que souvent il a 1, 2, 3 stratégies de contournement, et au bout d'un moment, il est lassé, il n'a plus de ressources, et c'est dommage parce que c'est justement à ce moment-là que l'escalade va arriver, et là il est au bout, il est déjà fatigué de ça. Et j'observe aussi un autre élément, c'est ce qui se passe dans le reste de la classe, c'est-à-dire comment les autres élèves endurent tout ça. Et il y a des signes avant-coureurs, maux de ventre, petites larmes, envie d'aller aux toilettes, et ainsi de suite, qui sont des signaux de mal-être, de malaise assez profond. Ça leur serre le bide, ils ne disent rien,
mais ça commence à chauffer aussi pour eux, et on voit donc que cet élève perturbateur, c'est pas que vous qui est en train de perturber, quoi, hein. C'est l'ensemble du groupe, hein. Et au quotidien, c'est pas rigolo. Bon, alors, on va monter, escalade et acmé. L'acmé, c'est la crise, lorsque véritablement, il devient absolument incontrôlable. Dans cette situation-là, le protocole que nous avons mis en place prévoit que l'enseignant passe immédiatement la main. En clair, il prévient 2 collègues, alors un directeur, directrice, un enseignant. Ça veut donc dire qu'en amont de ça, dans le temps de préparation dont nous avons parlé, d'anticipation, a été prévu un planning comme celui des récréations, hein, qui est de service dans la cour, et on a placé le nom des collègues, donc il sait que le mardi après-midi, eh bien c'est lui, si jamais il doit intervenir sur les élèves en situation de crise, c'est lui qui va y aller. Alors vous allez me dire, c'est pénible, il a déjà sa classe, comment fait-on? Mais il y a autre chose qui est bien plus pénible, c'est que l'enseignant qui, lui, l'a tous les jours, ce gamin-là, et qui vient de vivre peut-être une demi-heure à 40 minutes, voire une journée complète, de zigzag de cet élève, eh bien, il n'est pas en état de traiter la situation. Il est au cœur du problème, émotionnellement, il n'est pas disponible. C'est pourquoi on passe la main. C'est le choix qui a été le nôtre. Et qu'est-ce qu'il fait, cet enseignant? Eh bien, il peut rester disponible au reste de sa classe. Et c'est absolument essentiel. Donc, qui souffre aussi. Et qui a besoin d'être protégé. Et ils sont victimes. Et autant émotionnellement, il n'est pas en mesure de gérer l'enseignant, il n'est pas en mesure de gérer cet élève parce qu'il n'en peut plus là, dans cet instant-là. Par contre, il est capable de rester professionnel pour s'occuper du reste de la classe et éventuellement avoir les mots d'apaisement pour ceux qui ont trouvé ça quand même trop extrême. Donc, 2 personnes arrivent. Alors, je sais bien, toujours à chaque fois qu'on dit ça, oui, mais on n'y arrivera pas, on n'a pas de personnel en plus. Non, vous n'avez pas de personnel en plus, ça je le sais. Nous non plus d'ailleurs, hein. Et puis d'ailleurs, c'est pas souhaitable que ce soit des personnels extérieurs. On va pas faire venir des gendarmes. Donc c'est vraiment les enseignants de l'école qui le font. Ils viennent, ils s'approchent et ils prennent en charge l'élève concerné. Ils le sortent de la classe en le ceinturant s'il faut. Et ils sont 2. Pourquoi sont-ils 2 d'après vous? Un témoin. Il y en a un qui agit et l'autre qui observe. Il a une double mission, celui qui observe. Il est témoin, c'est-à-dire il pourra relater que ce que le parent dit sur la violence que telle personne a eue sur son fils n'est pas réel. Deuxièmement, il va être un regard extérieur qui va faire que celui qui est dans la situation de devoir contrôler l'enfant va s'auto-contrôler. Parce qu'à des moments donnés, vous avez les nerfs en pelote, vous pouvez avoir le geste qui n'est pas le bon. Alors même si vous n'êtes pas dans l'œil du cyclone, dans le sens où ce n'est pas vous qui avez vécu toute cette montée, contrairement à l'enseignant, n'empêche que si un gamin qui vous insulte, vous avez un peu de mal, ou qui vous donne des coups de pied, vous avez un peu de mal, vous pouvez avoir des réactions qui sont malheureuses. Et le regard extérieur va permettre justement qu'on ne passe pas nous-mêmes à l'acte. Donc voilà le double intérêt. Parce que c'est coûteux d'avoir 2 adultes sur une petite école, c'est coûteux, mais c'est nécessaire. Là, ce qu'ils font, c'est qu'ils ouvrent la porte intermédiaire entre les 2 classes. Là, vous pouvez demander, par contre, alors c'est pas son boulot, mais une AESH peut très très bien, le temps que ça se passe, parce que en fait, vous allez voir, ça dure une demi-heure cette affaire. Hein? Alors, ça peut être l'AESH témoin, effectivement. Ça peut être une dame de service, ça peut être... Il y a des gens dans les écoles, je vois ça, moi, c'est quand même assez souvent que l'enseignant, il doit aller, je sais pas, moi, en réunion, équipe éducative, et bon, on met la dame de service qui fait faire du coloriage. Alors, c'est pas totalement conforme, bon, on n'a pas d'inspecteur, ils n'entendent pas, donc les conseillers vont pas relater tout ça, mais bon, c'est le principe de réalité, qu'est-ce que peut faire d'autre? Qu'est-ce que vous voulez faire? Vous voulez laisser la situation brûler ou vous voulez vous en occuper? On n'a que ça dans les mains, on le fait. D'accord? Alors, ouvrir le SAS, franchement, entre 2 classes, moi je le vois quand même très très souvent et pas pour des situations gravissimes. Donc je ne vois pas pourquoi ça ne se ferait pas dans quelque chose qui est plus essentiel.
C'est court. Alors, voilà pourquoi c'est court, on en arrive là. Donc, alors, il y a deux possibilités. Soit l'enfant, on arrive à le sortir. Bon, des fois, il vous suit, hein. Des fois, il vous suit spontanément. Des fois, il est tellement dans un état terrible, il a retourné toutes les tables et toutes les chaises. Là, il y a l'inspecteur, monsieur Lallemand, qui m'a montré ça l'autre jour. Je ne sais pas si vous le connaissez, monsieur Lallemand, là, enfin, c'est un des inspecteurs. Il m'a montré une petite fille autiste. Il m'a montré la classe. Cette classe équivalente, mais pas une table qui était debout, quoi. Hein. Donc, je ne sais pas comment un bout de chou comme ça a pu retourner des tables, mais elle l'a fait. Hein. Puis, c'est autiste, on pourrait dire, ah ben non, autiste, c'est bizarre, c'est pas le profil. Bah si, là, en l'occurrence, c'était ça. Bref, s'il est dans cet état-là, c'est la classe qu'il faut faire sortir, et l'enseignant aussi, il va en tiers-lieu. Sinon, on sort l'enfant, c'est moins coûteux, c'est moins difficile. Voilà. Alors, où est-ce qu'on l'emmène, cet enfant? Eh bien, on va l'emmener dans un local d'isolement, qui peut être une classe qui est plutôt pas occupée, qui peut être la bibliothèque BCD, qui peut être comment s'appelle, le dortoir des petits, qui gagne à être une salle dédiée, pour tout vous dire. C'est-à-dire une salle qui n'est pas encombrée. Vous comprenez pourquoi? Où on a mis des coussins, où on a mis des tapis. S'il y a un tatami, c'est absolument idéal. Des écoles qui peuvent avoir un tatami éventuellement installé. Un dojo, c'est ça que je veux dire plutôt. Voilà. Donc, bref, un endroit où il ne va pas se faire mal, parce que vous comprenez bien ce qui se passe. Quand il est dans cet état-là, tout y passe. Et lui aussi, quoi. Hein. Donc, il peut être violent avec les autres, mais là, il n'y a plus d'autres. Donc, ça, c'est déjà quelque chose. Mais il peut être violent avec lui-même. Donc, il faut absolument qu'il soit dans un endroit où il n'y a pas de risque. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Que font les deux adultes, mais surtout un seul qui gère la situation et l'autre étant l'observateur? Il essaie d'apaiser cet enfant par des mots plutôt rassurants et il va lui renvoyer ce qu'on s'est dit ce matin, c'est-à-dire « Oh, je vois que ça ne va pas très bien, je vois que tu es très en colère, il y a sûrement une raison, on en parlera plus tard, mais là, il faudrait que tu te calmes parce que c'est vrai que ce n'est pas bon pour toi d'être dans un tel état. Mais je vois ton émotion, je la ressens vraiment fortement. Sois sûr qu'on a compris que ça n'allait pas. » Voilà, c'est comme ça qu'il faut lui parler, en mots plutôt calmes, apaisés. Alors ça fait peur, un enfant comme ça. On a du mal même à parler. Pardon? Tu n'as rien à craindre, personne va te punir, on est là pour toi, regarde, on est venu à deux pour s'occuper de toi. Et effectivement, il faut être là comme une personne secourante. On reste à distance quand même, parce que, voilà, si on peut l'approcher un peu et qu'on voit qu'on peut poser sa main sur son bras et qu'il n'y a pas de réaction trop grave, ce contact physique, s'il est accepté, est plutôt positif parce qu'il la ramène à une certaine forme de réalité, mais soyons méfiants, Mais en tout cas, votre collègue dit qu'il faut parler, c'est pas facile de parler parce que vous dites, mais de toute façon, il ne va pas m'entendre, d'autre part, on n'est pas en communication, mais dites-vous que c'est utile, elle vient de vous le confirmer, et vraiment, il faut essayer de le faire et de garder évidemment ce calme, comme je vais essayer de vous l'expliquer toute la journée. Voilà. Alors, qu'est-ce qui se passe au bout d'un moment? Cet élève, il va tomber en fait de fatigue parce que ça va ruiner ses forces de se mettre dans cet état-là. Et il va tomber souvent en pleurs, ou il va se prostrer, ou il va s'endormir même des fois, et des fois il va être tout vidé, quoi. Voilà. Hein, il va sortir du nid avec des yeux un peu hagards. Il est fatigué généralement, au maximum au bout d'une demi-heure quand même, 20 minutes. Votre collègue disait 40 minutes. Moi, je dirais que l'intervention, effectivement, de la prise en charge jusqu'à le fait que l'élève soit apaisé, on est sur du 45 minutes. Donc, ça veut dire même si on ouvre la porte, ça reste acceptable, ça reste gérable pour une école de pouvoir essayer de fonctionner comme ça. Qu'est-ce qui se passe dans l'étape donc d'apaisement? Là, je viens de parler de l'étape d'apaisement. On va à l'étape suivante qui est donc que l'élève demeure exclu de sa classe. En clair, on ne va pas le remettre dans sa classe. C'est trop tôt. Sa classe, ses élèves, ses camarades n'ont pas tellement envie de le voir. Ils ont encore peur. La maîtresse va avoir une nouvelle bouffée d'angoisse quand elle va le voir arriver. Donc, franchement, ce n'est pas le moment. Donc, il y a dans notre tableau de service dont on a parlé aussi la classe d'accueil. Classe d'accueil. Alors, qui dit classe d'accueil, ça veut dire qu'on est accueilli. Ça ne veut pas dire qu'on est puni. Il ne faut pas le percevoir comme tel.
il est accueilli, donc le maître ou la maîtresse, il commence pas par dire « Ah ben c'est toi encore, ben bravo, je te félicite ». Ça, c'est pas bon. Il faut le laisser s'approcher gentiment, il va s'asseoir, il fait une petite activité, vous avez compris que c'est pas ce jour-là qu'il va faire des grosses activités pédagogiques. Il attend dans son coin, tranquille, pas puni, il voit les autres qui travaillent, peut-être qu'il va s'y mettre un peu, on ne sait pas. On perd la demi-journée sans aucun souci. Voir la journée complète, c'est pas très grave. Ce n'est que le lendemain qu'il va réintégrer sa classe, c'est donc l'étape 6. Et là aussi, lorsqu'il est réintégré dans sa classe, il est réaccueilli avec bienveillance et avec calme. Pas d'énervement de la maîtresse par rapport à ça. Elle doit prendre, enfin la maîtresse, je dis que c'est une maîtresse, ça peut être un maître, ils prennent un peu sur lui pour l'accueillir, les camarades aussi. Alors, il manque quelque chose. Mais pour que l'enseignant accepte de ne pas le stigmatiser, il manque une étape. Il faudra revenir sur ce qui s'est passé dans un temps différé. Et donc, cet atelier de remédiation que j'ai exposé avant est tout à fait l'espace pour reprendre ça avec lui de la même manière qu'on l'a fait, éventuellement d'envisager les mêmes sanctions, travaux d'intérêt général et ainsi de suite, que pour les autres, parce qu'il n'est pas dans un état de folie permanent, hein, et que donc lorsqu'il est sorti de cet état de crise, eh bien, il devient un élève ordinaire qui a fait quelque chose qui n'est pas acceptable, et il va avoir la règle qui va s'appliquer pour lui aussi, sans violence, sans agression, mais c'est comme ça, et il va faire son travail d'intérêt général, ce qui fait que la maîtresse ne le stigmatisera pas, parce qu'elle sera satisfaite du fait qu'on a fait quelque chose. On n'a pas laissé ça lettre morte. Ça, c'est absolument essentiel, que tout le monde s'y retrouve dans cet ensemble-là. Voilà ce que je voulais vous proposer comme proposition de protocole. Pardon ? La famille. Alors, qu'en est-il des parents ? Qu'est-ce qu'on fait avec les parents ? En conseil d'école, en tout cas, on explique que c'est possible que ça se mette en œuvre. Alors évidemment, c'est agressif pour les parents de se rendre compte que leur enfant a fait quelque chose comme ça, mais évidemment, il faudra le dire. Alors, si on utilise la stratégie dont je vous ai parlé de la feuille navette un peu là, voilà, eh bien, il voit bien qu'on s'en est occupé. Lorsqu'il y a des crises comme ça va nécessiter évidemment des entretiens avec la famille, en triangulation, c'est-à-dire famille, directeur, directrice, enseignant et éventuellement psychologue éducation nationale. Hein, si on peut avoir cette pluralité de partenaires, mais pas trop, pour pas tomber dans ce qu'on se disait comme une équipe éducative où les parents sont pris au piège de quelque chose d'un peu trop compliqué. La triangulation, c'est en fait là aussi un peu pour avoir un témoin, une personne qui va peut-être avoir un regard ou qui va dire au directeur ou à la directrice, bah, tu as dit ça, c'est peut-être dommage, la prochaine fois, il faudrait que tu abordes ça comme ça, ou qui va glisser une phrase à un moment donné qui lui semble pertinente parce que le directeur et la directrice n'y a pas pensé, ou qui va accompagner la famille, et ainsi de suite. Donc voilà, de toute façon, cette famille-là, lorsqu'elle va apprendre ça, bon d'abord elle s'y attend, hein, bon, parce que on l'a dit, un enfant qui crise, il va recriser, hein, mais pour eux c'est une vraie violence, hein. C'est une vraie violence parce que une fois de plus, on les appelle et c'est pas pour dire quelque chose de gentil de leur enfant, c'est encore pour dire qu'il va pas bien. À chaque fois, c'est terrible, c'est terrible. Oui, dans l'absolu, vous avez raison, mais par expérience, je peux vous assurer qu'il y a beaucoup de parents qui considèrent que leur enfant était sorti de la classe peut-être de manière un peu virulente, qu'on a tapé sur leur enfant, et ils n'ont pas été témoins en plus, ils ne savent pas dans quel état était leur enfant, et ils ont du mal peut-être à se le représenter, en tout cas ils se refusent à se le représenter, et leur défense, ça va être ça, c'est que finalement vous n'êtes pas capable de vous en occuper. Et l'école est mise en accusation, d'où cette nécessité de témoin, cette nécessité de triangulation. Et puis après, c'est un travail très long, effectivement, avec ces familles, parce qu'il faut qu'elles fassent leur deuil. C'est long, hein, de faire le deuil de l'enfant idéal, hein. Ils peuvent être dans l'évitement. Quand les services sociaux sont sur l'affaire, régulièrement, les parents en profitent pour changer d'école, pour essayer de se faire oublier. Bon, ça c'est une réalité. Eux aussi, les victimes, à leur manière. Alors, ils ont sans doute pas toujours fait ce qu'il a fallu, mais il n'en demeure pas moins qu'aujourd'hui, ils sont aussi
victime. Hein. Et moi, je peux comprendre que si on m'appelait de temps en temps, régulièrement, pour ma gamine, bon, elle a 31 ans, elle risque plus de m'appeler, mais là, c'est la gendarmerie, sinon. Mais voilà, donc ça m'aurait terrassé, évidemment, parce que, voilà, et je pense que j'aurais eu des réactions, effectivement, qui n'auraient pas été immédiatement empathiques envers l'école. J'aurais considéré qu'effectivement, ils ne faisaient pas leur travail. Voilà, j'aurais eu les mêmes réactions qu'ils ont souvent, mais après, j'aurais cheminé. Voilà. Et comme l'enfant qui pique des colères, mais comme on se l'a dit, il sait qu'il a été insupportable, mais il attend quand même de vous que vous soyez, que vous le continuiez à l'apprécier, à le supporter. Et il vous en remercie, en fait, il ne vous le dit pas, mais il vous en remercie. Bah, c'est un peu pareil, les parents, des fois, même leur colère, je pense qu'il faut lire derrière d'autres choses et qu'ils cheminent, hein, heureusement, au milieu de tout ça. Voilà.